Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous recevons M. Antoine Karam. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le sénateur de la Guyane. Actualité Fillon oblige. Est-ce que vous avez un membre de votre famille comme assistant parlementaire? Oui, j'ai un membre de ma famille comme assistant parlementaire. J'ai la chance d'avoir pu recruter ma fille, Soraya, diplômée, très jeune, professionnelle, puisque avec l'autre collaborateur, ces deux collaborateurs répondent aux critères qui ont été définis par le droit et la règle. Est-ce que vous comprenez que cela choque aujourd'hui? Ça peut être compris dans la mesure où il y a des déviances, ça n'est pas mon cas. Étant entendu que le droit prévoit que depuis des décennies, depuis plusieurs républiques, qu'un parlementaire puisse recruter un proche, pour les raisons que l'on sait, parce qu'il s'agit du droit privé et d'un travail de cabinet en grande partie, cela peut choquer s'il s'agit d'un emploi dit fictif, et ce n'est pas le cas. Si demain il y avait, compte tenu de la polémique autour de M. Fillon, une loi interdisant ce type de pratique, vous la voteriez? Mais naturellement, puisque de toute façon, à partir du moment où c'est une loi, il faut la voter. Mais je rappelle que la règle veut que 117 parlementaires ont un membre de leur famille avec eux. Donc je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas pu organiser mon cabinet, en tous les cas mon organisation parlementaire, avec des gens qui veulent travailler et qui répondent aux critères qui sont définis par la loi. Très bien, vous restez légaliste. Merci pour votre franchise. Vous êtes 4 parlementaires de gauche, globalement. Oui. Vous avez apporté votre soutien tout au long du quinquennat au gouvernement de François Hollande. Qu'en est-il des retours pour la Guyane, de ce soutien quasiment indéfectible? Non, il n'y a pas de soutien indéfectible, parce que lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous le faisons savoir. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a eu un certain nombre d'avancées par rapport à des promesses qui avaient été faites lors de la précédente mandature présidentielle et qui n'avaient pas été respectées. Vous-même, vous avez déclaré que tous les voyants en Guyane sont rouges. Oui, mais parce vous n'êtes pas le seul, c'est un constat objectif. Nous sommes d'accord avec Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'État? Pourquoi l'État, on va dire entre guillemets, méprise la Guyane? Je ne dirais pas que l'État méprise la Guyane, mais l'État, quel qu'il soit, l'État n'a pas pris en compte la réalité de la Guyane, d'un pays où il y avait 30 000 habitants au début des années 60, et aujourd'hui, il y a plus de 300 000 habitants. Il faut reconnaître objectivement que l'immigration clandestine a complètement changé l'organisation sociétale du pays. Le pacte d'avenir, M. Karam, où en est-on? Le pacte d'avenir, donc des informations que je peux vous donner, des nouvelles discussions qui ont été engagées entre l'exécutif de la collectivité et les membres du gouvernement devraient arriver à son terme dans les jours qui viennent par une signature sous la forme d'un compromis. Vous étiez en désaccord, vous, les 4 parlementaires, vous avez même fait un courrier reprochant au président de la CTG de ne pas avoir signé la mouture proposée en novembre-décembre. Non, qu'il n'y ait pas de malentendu à aucun moment. Levons les malentendus. Non, voilà, vous n'avez vu dans le courrier adressé au président de la CTG un reproche. Simplement... Dans le fond et dans la forme, première phrase. Non, il n'y a... Enfin, moi, je ne me souviens pas... Vous avez signé, vous 4, non, la une première analyse phrase. de texte, il n'y a pas eu de reproche, simplement, nous pensions qu'il fallait à terminer la discussion sous la forme d'un compromis, étant entendu que nous savions dès le départ que nous n'aurions pas obtenu tout ce qui avait été revendiqué. Il est clair que ça fait plus de 350 ans que la Guyane attend qu'elle puisse se retrouver à un certain niveau. Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas de réponse à un certain nombre d'engagements qui avaient été pris, notamment sur la question de l'éducation, de la santé et de l'insécurité. En décembre 2016, vous avez poussé, vous et les autres parlementaires, une espèce de coup de gueule sur un amendement de dernière minute du gouvernement réduisant les fonds d'urgence qui étaient prévus initialement 19 millions. C'est encore un coup de traîtrise du gouvernement que vous soutenez. Alors, écoutez, moi je ne vais pas employer des termes aussi excessifs que la traîtrise. Le gouvernement... On l'a entendu, hein, c'est pour ça que je me permets de... C'est pas moi qui ai employé ce terme, je n'aime pas les termes aussi virulents. Je préfère être différent. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est vrai que l'enveloppe de 19 millions nous convenait, parce que nous sommes très loin du compte. Un autre territoire est concerné, c'est Mayotte, sauf que c'était pratiquement 70% de l'enveloppe qui aurait été attribuée à la Guyane. Vous devez vous douter que les lobbies des autres territoires d'outre-mer ont fonctionné, et nous sommes quand même à plus de la moitié, toujours avec 14 millions. Le 17 novembre 2016 au Sénat, vous avez déclaré « Je ne fais pas d'amalgame entre insécurité et immigration ».
Et pourtant, vous-même, ce sont vos mots, vous avez évoqué, comme beaucoup d'autres, cette violence sud-américaine. Vous ne faites vraiment pas de liaison entre immigration et insécurité, M. Karam? Je continuerai à dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre l'insécurité et l'immigration. L'immigration est pesante, elle pose un véritable problème de société. Vous avez cité des chiffres, hein, 2015, voilà. 2700, 2016, plus de 10 000. Plus de 10 000, plus de 10 000. Nous ne pouvons pas les absorber. Mais il ne faut pas non plus que l'on puisse penser que ce sont les migrants qui sont responsables de tous les maux de notre société et de l'insécurité particulièrement. Alors, vous dites qu'on ne peut pas les absorber. Alors comment on fait pour rendre le territoire peut-être moins attractif? Ah non, mais alors attendez, d'abord on ne doit pas rendre le territoire moins attractif. Parce que si le territoire est aussi attractif, l'immigration va encore augmenter. L'État français doit prendre ses responsabilités de ce qui relève du pouvoir régalien. À partir du moment où il n'arrive pas à juguler l'immigration clandestine, il doit mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir apaiser les tensions et altérer les situations les plus délicates. Pour l'instant, il faut construire. Il ne met pas les moyens. Eh bien, nous continuerons à protester. Nous continuerons à réclamer. C'est efficace? Je ne sais pas si c'est efficace, mais à force de protestation, nous finirons par pouvoir, on l'espère, être entendus, parce que nous le disons tous les jours. Si nous n'arrivons pas à régler de façon apaisée les tensions, c'est la rue, et vous le voyez tous les jours, qui prendra le relais. Et à partir de ce moment, nous ne pourrons pas contrôler les situations qui sont délicates, dangereuses pour la Guyane. De quel amendement, parce que vous intervenez beaucoup au Sénat, de quel amendement vous êtes le plus fier, rapidement? Écoutez, rapidement, l'amendement sur la traçabilité de l'or, sur le fait que l'on puisse autoriser maintenant aux APJ, aux agents de protection judiciaire, de pouvoir détruire sur place ce que font les clandestins, en tous les cas les garimperos sur le terrain. L'or saisi qui est rapatrié dans l'Hexagone, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas? Non, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Moi, je rends hommage au combat mené par le député Serville, parce qu'il faut que l'or reste en Guyane. Quand bien même que ça soit 2 ou 3 millions d'euros, ça servira aux collectivités qui ont besoin de moyens financiers pour leur investissement. Vous êtes entendu là-dessus ou pas? Nous nous sommes entendus. À partir du moment où il a porté ce dossier à l'Assemblée nationale, il était dans la nature des choses que je puisse le soutenir activement. On est en période électorale. Vous avez soutenu qui, vous, juste avant les primaires? Hamon, M. Hamon, je vous rappelle que, contrairement à ce qui a été dit, que même si à titre personnel, je soutenais M. Hamon, je rappelle que le parti dans lequel je suis, le Parti socialiste guyanais, n'a pas pris de décision pour soutenir un quelconque candidat aux primaires. Là maintenant, dans la deuxième phase, donc les candidats sont désignés, et la relation que nous avons avec les partis de gauche et notamment le Parti socialiste, nous allons rentrer en discussion sur la base du programme qui nous sera proposé et des projets que nous présenterons. Vous soutiendrez donc M. Hamon présidentiel? Je ne peux pas vous le dire. Vous interrogerez le secrétaire général du Parti socialiste guyanais. Lorsque la décision sera prise collectivement et de façon démocratique, je suivrai à la lettre les instructions du parti. Toujours. Un candidat pour les 2 circonscriptions? Bien, nous avons un candidat sortant, c'est notre député Gabriel Serville. Qui se représente? Il l'a annoncé donc sur une des radios périphériques. Attendons que les instances du parti puissent prendre une décision de façon définitive. Ça ne saurait tarder. Dans la 2e circonscription, il y a des discussions avec la députée sortante, Mme Berthelot, et d'autres candidats. Mme Berthelot, donc. Merci beaucoup, M. Karam. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci pour vos retours. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt, les amis.